Bienvenue pour ce webinaire sur la défense, après celui sur les data centers, le dernier de la saison, puisqu'on reprend en septembre, plutôt probablement sur un rythme mensuel, avec des thèmes qui ne sont pas encore déterminés, mais il y aura très probablement la logistique, il y aura probablement des choses aussi sur l'intelligence artificielle, avec un tag intelligence artificielle qu'on est en train de finaliser, qui sera prêt à la rentrée. Alors, comme d'habitude, on va commencer par une présentation de 25 minutes, une demi-heure, avec un peu un tour rapide de nos bases de données, et puis on va rentrer dans les résultats sur le secteur de la défense. Avant d'ouvrir les questions pour un échange sur cette thématique, ou sur d'autres thématiques d'ailleurs. Alors, je rappelle, comme toujours pour ces webinaires, donc les webinaires sont conçus pour des gens qui connaissent un peu nos bases de données. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire, mais on rentre un tout petit peu dans la cuisine de nos données. On rentre un peu dans la technique. Donc, ce n'est pas des conférences, ce n'est pas des présentations de résultats principalement. L'idée est de montrer à tous nos utilisateurs quel type d'informations on peut retirer de nos bases mondiales et bases France, avec des manipulations minimales. Voilà. Alors, sur le secteur de la défense, je commence. C'est un secteur qui est compliqué à utiliser parce qu'il est à identifier dans des bases de données, parce qu'il est transversal. Donc, il y a des informations dans les secteurs aéronautiques, travail des métaux, production d'énergie, parfois dans la chimie. Enfin, c'est extrêmement varié. Et donc, notre base de données est structurée pour aller chercher. Donc là, on est sur la base France, qui recense création d'emplois, suppression d'emplois, investissement, levée de fonds. Et par défaut, on a les informations des 12 derniers mois. Et donc, on a dans la barre de recherche sectorielle, on a les nomenclatures de l'INSEE à différents niveaux, code APE, secteur détaillé, secteur agrégé. On a notre nomenclature activité du site qui va permettre de dire indépendamment du secteur quelle est l'activité d'un établissement particulier. Mais la défense rentre pas ou rentre mal dans ces secteurs-là. Donc, on a créé, comme on l'a fait pour plusieurs autres filières, comme le développement durable, par exemple, un tag qui va permettre d'identifier toutes les activités défense liées à la défense depuis 2009. Donc, on a introduit ce tag il y a 2-3 mois. Et donc là, ce sont nos analystes qui identifient au jour le jour les projets défense qui vont les marquer. Donc là, on voit un projet négatif, d'ailleurs, des suppressions d'emplois, plutôt dans le spatial. Et donc, on voit le tag qui est en bas ici, tag défense. Et donc, ça, c'est tag Trindéo, d'ailleurs, c'est pour marquer que c'est un tag qui a été créé par nos analystes, à différencier des tags que les utilisateurs peuvent créer directement dans la base pour identifier leur propre filière. Alors, on utilise ce tag depuis un mois et demi, depuis qu'il a été créé, sur l'ensemble des informations qu'on ajoute, et on l'a aussi rajouté ex post sur l'ensemble des informations dont on disposait depuis 2009. À partir d'un travail en 2 temps, on a identifié d'abord avec des mots-clés les projets, avec des mots-clés comme militaire, armée, défense, etc. Et on a raffiné un peu ensuite l'analyse, notamment avec de l'IA et puis une partie de validation humaine pour éliminer tous les faux amis type siège social situé à la Défense ou des choses comme ça. On calibre encore un petit peu l'utilisation. Par exemple, est-ce qu'une blanchisserie qui travaille pour le secteur de la Défense parce qu'elle nettoie les draps d'une base militaire, par exemple, est un projet défense? Les deux options se défendent ou ont leur propre justification.
On va plutôt être sur non. Aujourd'hui, on va plutôt garder une acception un peu militaire au côté défense et pas seulement juridique, appel d'offres. Même si une approche appel d'offres peut parfaitement intéresser des utilisateurs. Voilà, donc il y a des deuxième question un petit peu sur qu'est-ce qu'on appelle un projet défense aussi, c'est est-ce que un investisseur ou une entreprise qui annonce qu'elle a le ministère de la Défense parmi d'autres secteurs, est-ce qu'on peut rattacher le tag défense ou est-ce qu'on peut rattacher ce projet au secteur de la défense? On va plutôt estimer de façon générale que c'est ce vers quoi on tend, à réserver l'appellation défense à des projets qui sont majoritairement, pas forcément exclusivement, mais majoritairement pour le secteur de la défense. Voilà, donc un petit peu la doctrine sur le secteur défense. Donc ça, c'est dans notre base France. Donc on peut identifier les projets défense. On en a 1285. Les clients qui ont cette option peuvent exporter ces données dans Excel. Et on peut, comme toujours, utiliser les différents modes de visualisation qui sont disponibles en haut à droite pour analyser la répartition de ces 1285 informations par région en termes d'emploi net ou en termes de montant investi, par département, commune, par région d'origine pour les projets français, par type de société, donc PME, TI, grand groupe, par zone d'emploi ou par activité, recherche, développement, logistique, etc. On a les fonctions cartographie. Je ne vous fais pas les points parce que 1200 points, ça risque d'être un peu long à afficher, mais on peut descendre au niveau département et on peut zoomer ensuite au niveau communal. Donc ça, sont des départements qui ont encore des soldes négatifs. C'est un peu, là j'ai laissé le secteur public et les administrations, donc ça c'est un peu un résidu entre guillemets du plan de restructuration des armées 2009-2010 qui a vu la fermeture de très nombreuses bases militaires et je crois que c'était un total de 30 000 emplois nets perdus dans le secteur de la défense. Et puis on a le classement des entreprises. On va trouver le ministère de la Défense en numéro 1, puisque j'ai laissé le secteur public, Safran, Thales, Airbus, DCNS, etc. Voilà pour un aperçu très rapide de l'utilisation du tag défense dans la base France. On ira après dans un PowerPoint, parce que je n'ai pas voulu refaire toutes les manipulations en ligne en direct, c'est un peu long. On ira après voir un petit peu de plus près les résultats qu'on obtient. Je voudrais montrer aussi la même analyse dans notre base mondiale. Donc, dans notre base mondiale, qui recense les projets, alors plutôt industriels, on n'a pas encore les services et les levées de fonds. Depuis 2016, on a une notion un tout petit peu différente. Donc, c'est pas un tag. Dans notre base mondiale, on a, en plus des secteurs, on a une notion de marché final. Donc, l'idée, c'est d'identifier quel va être le client final ou le débouché d'un investissement. Et donc, on a un marché final défense. Parmi d'autres, hein, on a biens de consommation, construction, énergie. On a un marché final défense, mais en pratique, c'est très similaire au tag défense. Donc, on a un marché final défense qui permet de rechercher l'ensemble des investissements dans le secteur défense. Donc là, on a rentré hier ou avant-hier un investissement de Daimler au Sénégal pour des camions pour l'armée sénégalaise. Et donc, on va trouver, de la même façon que pour la France, un descriptif de l'investissement, les sources, des informations sur la société, le secteur d'activité, etc. Et donc là, on voit, c'est le secteur automobile, même si le marché final est la défense. Et on va retrouver les mêmes fonctionnalités de visualisation en haut à droite, les graphiques, les cartes, la catégorisation par entreprise. Et la fonction rapport sur laquelle je ne suis pas revenu, mais qui permet de faire des graphiques avec une tendance, une évolution soit mensuelle, soit trimestrielle, soit annuelle. Qui permet de visualiser des tendances.
Et donc là, on a 314 investissements dans la défense pour 48 milliards. Alors, je vais passer sur la présentation préparée pour le webinaire aujourd'hui, pour éviter d'avoir à faire toutes les manipulations en direct, parce que ça prend plus de temps, mais il y a très peu de retravail des données. Hein. Je les ai exportées sur Excel. Ça, c'est une copie d'écran de la carte des investissements en défense dans le monde. Donc, les manipulations sont à chaque fois très simples. J'ai prévu 3 temps ici. D'abord, une présentation des données mondiales. Ensuite, une présentation des données France. Et puis, avec notamment un aperçu de ce qu'on peut avoir en termes qualitatifs en manipulant nos données avec de l'IA. Donc, dans le monde, on a 314 projets, 48 milliards. On voit la répartition ici. On voit aussi une grande absente, c'est la Chine. On n'a aucun projet défense en Chine. Donc, voilà, c'est probablement pas qu'il n'y en a pas, mais plutôt qu'il y a une certaine discrétion sur ce type d'investissement en Chine, même si on trouve un investissement chinois en défense ailleurs, en utilisant le critère de la Chine comme pays d'origine. Là, on va trouver on a un investissement défense ailleurs. J'ai oublié où c'était d'ailleurs. En termes de tendance, on trouve alors 2 courbes, hein, les montants investis en orange, en millions de dollars. Donc, on a un pic de 8 milliards de dollars au 1er septembre 2018. J'ai regardé ce que c'était, ça correspond à rien de particulier. C'est une série d'annonces de projets en Inde et des projets aux États-Unis, donc c'est un peu un aléa. Mais on a une reprise assez nette, importante, à la fois en nombre de projets et en montant investi à partir de la deuxième invasion russe en Ukraine. Donc là, c'est pas aussi net que ce qu'on voyait il y a 2 semaines sur les data centers, hein, c'est pas la même explosion. Mais il y a quand même une augmentation assez nette et sensible des projets défense, autant en nombre, c'est la courbe en bleu, que en montant, la courbe en orange. Alors, pour cadrer un peu les choses, on a ici une comparaison avec le secteur automobile. En nombre de projets, on a 2300 projets automobiles dans notre base mondiale de 2016 à 2025, 314 pour la défense, donc c'est 13% de l'automobile, donc c'est un secteur qui est nettement plus petit, mais c'est 20% en 2023 et 30% en 2024. C'est en partie dû au fait que le secteur automobile est un peu en décélération. Mais on voit aussi l'augmentation du nombre de projets de défense. Et surtout, ce qui est marquant, c'est sur le graphique de droite, le montant moyen d'investissement par projet dans le secteur de la défense dépasse depuis 2023 celui du montant moyen d'investissement dans l'automobile. Donc là, on voit aussi une tendance à l'augmentation assez nette de la taille des projets défense. Dans les investissements, on pourrait penser que dans le secteur de la défense, les investisseurs étrangers sont complètement absents. Et en réalité, en nombre, dans le secteur de la défense, on a 60% d'investisseurs domestiques et 40% d'investissements étrangers quand même, alors que dans l'ensemble des secteurs, tous secteurs confondus dans nos données mondiales depuis 2016, 55% des projets en nombre sont menés par des investisseurs étrangers. Donc, il y a effectivement une baisse dans le secteur de la défense, mais c'est 40 versus 55, c'est pas énorme. En montant, en revanche, on passe de 50% des montants pour les investisseurs étrangers dans l'ensemble des secteurs à 12% dans le secteur de la défense. Ce qui veut dire que… Pardon ? Je me permets de te couper, il y a une question du coup. Oui. Peut-on déduire que la défense est une voie de conversion pour l'automobile, avec notamment une nouvelle génération de véhicules? Alors, il y a de toute façon déjà dans le tag défense pour la France ou dans le marché final défense, il y a déjà des secteurs automobiles.
il y a un ou deux projets pour la France. Je les ai pas mis en évidence, mais il y a un ou deux projets effectivement de reconversion de l'automobile vers la défense. Je les ai pas traités ici, mais ils sont dans la base et on doit pouvoir les retrouver. Ouais. C'est un aspect que j'ai pas creusé. Mais je sais que dans la base France, on les a vus passer, ils existent. Et de toute façon, il y a du secteur automobile dans la défense, même depuis les projets même avant les projets de reconversion récents. Donc c'est 12% en montant les investissements étrangers dans le secteur de la défense, alors que c'est 40% en nombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investissements étrangers sont conçus un peu comme des investissements d'appoint sur lesquels on va mettre des investissements spécialisés probablement, mais on laisse quand même les gros morceaux, les grands projets plutôt à des investisseurs domestiques. Par secteur d'activité, au niveau mondial, donc on a en nombre et en montant ici la répartition. Avec la réparation de machines en numéro 1, il y a beaucoup de très grands projets dans la défense au niveau mondial, ce qui fait qu'on a le secteur réparation qui sort en numéro 1. Ce sont les Australiens avec quasiment un seul projet qui fait la quasi-totalité des montants. C'est un projet de réparation de sous-marins en Australie. Ça fait partie des aventures des Australiens et des sous-marins qui ne sont pas terminés parce que les Américains apparemment n'honoreront pas leur commande, celles qu'ils ont substituées à l'offre française. Dans la chimie, pareil, on trouve un très grand projet, on trouve un montant important, principalement parce qu'il y a un projet d'enrichissement d'uranium aux États-Unis à plusieurs milliards de dollars. On retrouve des choses plus intuitives comme l'aéronautique en numéro 3, puis les ouvrages travail des métaux, les bateaux, l'électronique, les véhicules militaires, donc qui sont partis du secteur automobile, etc. On a un peu d'administration publique qui investit en direct. Et donc, on a une répartition très diversifiée, ce qui montre l'intérêt de cette approche par marché final pour la base mondiale et avec le TAC défense pour la France. Je reviendrai sur la répartition pour la France. Ensuite, par pays de destination des projets, et c'est le dernier point avec les données mondiales, on a les États-Unis en numéro 1, l'Australie en numéro 2, pour les montants investis en raison de ces projets de réparation de sous-marins nucléaires. La France est 10e, avec 270 millions de dollars. On a des montants plus importants dans notre base France parce qu'on a les investissements des startups, on a des investissements dans les services aussi. Il y a pas mal de projets dans l'ingénierie qu'on va retrouver dans les données France et qui sont absents de la base mondiale. Voilà. On a donc un classement où on retrouve les États-Unis en numéro 1 et également la Chine qui est complètement absente de ce tableau-là. Ce qui veut dire qu'ils ne font pas d'annonce publique en fait sur leur projet défense. Alors on passe aux données France et on va trouver une augmentation comparable des projets défense avec un total d'une vingtaine de milliards d'euros d'investissement annoncés depuis 2009. Et puis une première phase 2009-2016 où les investissements ont été systématiquement par semestre plutôt dans les 200 millions d'euros. Une phase à partir de 2016 où on passe plutôt à 500 millions d'euros. Et à partir de 2022, on est à 1 milliard 200 millions en moyenne. Donc on voit une augmentation assez nette depuis 2022, comme au niveau mondial. En nombre d'emplois, j'ai mis les emplois nets ici. On a 28 000 créations nettes depuis 2009 et une augmentation qui est plus lissée et plus régulière depuis 2016. En moyenne, si on regarde alors avec notre champ activité du site,
qui va caractériser, indépendamment du secteur de l'entreprise, le type d'activité de l'établissement et du projet qui est décrit par nos analystes. On a des projets qui sont nettement plus industriels que la moyenne, avec 62% des emplois et 65% des montants investis. Et on voit donc une part des services en sens inverse qui est relativement importante avec 23%. Beaucoup des projets d'ingénierie. Et 20% en montant investi, de la R&D aussi, 5% autant des emplois que des montants investis, du numérique, des activités de siège, etc. Par région, depuis 2009, on a l'Île-de-France en numéro 1. Alors, pour les emplois ici, pour la répartition régionale, je n'ai mis que les créations d'emplois, donc c'est hors suppression d'emplois. Le poids de l'Île-de-France est probablement surestimé par le fait qu'il y a des effets de siège, donc quand les annonces ne sont pas détaillées, quand la répartition d'annonces par des grands groupes n'est pas détaillée sur l'ensemble de la France, on la rattache au siège de l'entreprise. Et voilà. Donc l'Île-de-France a probablement ici des emplois qui en réalité sont ailleurs. J'aurais pu les enlever aussi d'ailleurs. Mais voilà, l'Île-de-France est numéro 1 avec probablement un poids un petit peu surévalué. On a l'Occitanie en numéro 2. En nombre de projets, ils sont même numéro 1. Ils sont numéro 2 en emploi. J'ai classé selon la colonne emploi. Et donc ça reflète le poids de l'aéronautique. Puis la Bretagne, avec pas mal de navals. Nouvelle-Aquitaine avec de l'aéronautique, et puis Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de la Loire, etc. Donc voilà, on reviendra un tout petit peu après sur une répartition, une analyse par cluster qu'on a esquissé avec de l'IA. Les startups sont présentes dans le secteur. Donc une des caractéristiques du secteur, c'est que alors on a identifié 88 startups qui ont levé des fonds. Donc, il y a plus de startups. Je me suis concentré là sur les startups qui ont levé des fonds. Donc, il y a plus de 500 millions d'euros qui ont été levés dans ces activités-là. Et j'ai mis ici les 10 premières par montant levé. Donc, on a des radars de surveillance spatiale en numéro 1, des moteurs de satellite en numéro 2, ExoTrail, du LIDAR, encore de la surveillance en numéro 3, surveillance du trafic maritime Unseen. On a 3 startups dans le secteur du quantique. Alors, le secteur du quantique, c'est typiquement un secteur dual, hein, évidemment, donc c'est pas une orientation défense, mais il se trouve que dans chacun de ces 3 projets, il y a un cofinancement ou un financement ou un programme de recherche mené par la DGA ou le ministère de la Défense ou la partie défense de France 2030 ou intervention du fonds Innovation Défense de la BPI. Comme on le retrouve dans 22 groupes. 22 groupes qui est un groupe diversifié dans toutes les technologies avancées, robotique, intelligence artificielle et autres. Donc, je ne l'ai pas classé dans un secteur particulier, hein. C'est plus une sorte de conglomérat high-tech avec une forte orientation défense. On a Préligence qui a été racheté par Safran depuis, qui fait de l'analyse d'images satellites. Et puis encore, au milieu entre 2 startups dans le quantique, une startup sur la vidéosurveillance. Donc, beaucoup de surveillance, de traitement de l'image, de traitement de la donnée et d'informatique dans les startups du secteur. Sur les 10 premiers groupes, par montant investi, donc on va retrouver des acteurs classiques, hein, Safran, Airbus, Thales, DCNS pour la partie navale. S2I, ça c'est une entreprise de services numériques qui a l'habitude d'annoncer ses recrutements en disant qu'elle travaille pour le secteur de la défense et pour d'autres. Donc, ils sont probablement un peu surclassés ici. Enfin, ce n'est pas les seuls non plus, hein. Il y a pas mal de sociétés d'ingénierie qui annoncent des projets spécifiquement en lien avec le secteur de la défense. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve ici Alten ou Segula Technologies. RPC, c'est du calcul. Donc, on va retrouver ensuite tous les autres, mais les autres acteurs, il y a beaucoup de PME et de TI, mais les 10 premiers groupes,
qui figure ici, représente 58% des montants investis. Donc, on a quand même quelques acteurs majeurs du secteur. Donc, dernière partie de la présentation, on a donc dans le descriptif de nos opérations, toute une partie texte qui aujourd'hui est intéressante de façon illustrative quand on regarde les projets un par un, mais qu'on peut aussi faire analyser par de l'IA. Donc je montre ici différents axes de recherche qu'on a testés. Ici, c'était pour une présentation à fonds d'investissement de nos données défense. Donc, on lui a demandé d'analyser les secteurs porteurs du point de vue d'un fonds d'investissement. Donc, il a identifié le spatial de défense. Puis là, pour le coup, c'était comme c'était pour un fonds d'investissement, il a mis l'accent sur des startups, mais ça veut dire aussi que c'est un secteur qui bouge. Donc, spatial de défense, cybersécurité et IA militaire. Drone et robotique militaire, donc 112 startups identifiées. Hein. Tout à l'heure, je parlais de 88 startups, mais c'est 88 startups ayant levé des fonds. Et technologie navale, voilà, parmi les secteurs prometteurs, avec un ancrage régional en Bretagne assez fort, puisque c'est la seule particularité régionale qui est présentée ici dans ce secteur, dans cet ensemble de secteurs intéressants. Là, on lui a demandé d'analyser plutôt l'écosystème, c'est toujours pour une approche un peu financière, l'écosystème des financeurs, mais bon, ça peut servir aussi, y compris quand on est agence de développement, de savoir à quelle porte frapper pour faire financer les projets défense. Donc, dans les financeurs, donc dans la rubrique investisseurs de nos projets, parce que quand on a des levées de fonds, on recense les investisseurs. Donc, on a des acteurs publics, BPI France, France 2030, Ministère des Armées pour des cofinancements, des corporate ventures, Safran, MBDA, Forestia, Airbus, des fonds spécialisés Deep Tech et des business angels et early stage avec des réseaux régionaux. Et à droite, il a refait une analyse des secteurs les plus financés. Donc, spatial et satellite en numéro 1. Ça, c'est pas uniquement les levées de fonds, puisqu'on avait un total de levées de fonds tout à l'heure de 500 millions d'euros. Donc là, c'est l'ensemble des investissements. Par stade aussi, découpé amorçage, série A, série B. Et il a proposé quelques trous dans la raquette identifiés. Donc, manque de fonds pour des tickets à 10-30 millions d'euros. Faible présence étrangère, mais ça c'est un peu lié au secteur. Et Corporate Venture, il signale que c'est sous-développé en France par rapport aux États-Unis. Peut-être une certaine timidité des grands groupes dans le secteur. Ce qui est intéressant aussi, c'est une approche sur un phasage un peu, une description de ce qu'on a vu en termes de tendance. 2009-2012, crise et restructuration, pas mal de projets négatifs, avec des fermetures, des rationalisations, des menaces sur l'emploi. C'est aussi à garder en tête aujourd'hui, puisque en 2009, ce qui s'est passé, notamment avec le plan de restructuration des armées, c'était un gros volume de restructuration budgétaire, donc une réduction des budgets publics. Comme c'est un sujet qui revient sur le devant de la scène, voilà, ça peut aussi être un bémol ou en tout cas quelque chose à garder en tête. Même si aujourd'hui, plus qu'en 2009, il y a des raisons de vouloir conserver les budgets défense. Donc phase 2, stabilisation, équilibrage progressif des projets, premier signe de reprise. Et phase 3, aujourd'hui, il la caractérise de renaissance technologique avec plus de 90% de projets positifs, donc beaucoup moins de projets de suppression d'emplois dans ce secteur-là, explosion des startups et focus sur l'innovation et l'industrie 4.0. On lui a demandé de faire un petit peu, au-delà des secteurs, de faire de l'analyse de topics, de faire sa propre catégorisation, donc, et d'identifier les secteurs en hausse. Donc, on retrouve un petit peu même approche que l'approche financière, systèmes spatiaux et drones, optronique et capteurs, intelligence artificielle,
un peu partout, hein, un peu dans tous les projets, cybersécurité, manufacturing avancé. Donc ça, c'est un peu le fait qu'on a aussi nos critères usines du futur qui permettent de qualifier les projets. Donc on retrouve pas mal de projets qui ont plus de points usines du futur que les autres dans les projets défense. Donc avec des technologies comme l'impression 3D, les alliages avancés, la fabrication additive. Donc probablement les projets défense sont plus qualitatifs que les autres en moyenne, plus exigeants en termes de qualité de production. Et puis les systèmes navals. Donc six clusters ou ensemble intéressants dans le secteur de la défense. Donc il a inscrit ces secteurs-là dans 5 méga-tendances. La course au spatial, on l'a retrouvé pas mal aussi dans les startups et les levées de fonds. L'IA dans tous les systèmes de défense, des projets de relocalisation aussi, puisqu'on a notre indicateur relocalisation également. La cyber-souveraineté, donc ça c'est tout ce qui est sécurité cyber, et le fait que les startups sont de plus en plus présentes, avec des projets duals, donc des doubles emplois civils et militaires, comme on l'a vu pour le quantique. Et, traitement par l'IA, il faut faire attention aux questions d'hallucination et de mauvaise compréhension. Là, j'ai eu un cas un peu rigolo. J'avais créé un fichier, donc défense-IA, pour alléger, en fait. C'est-à-dire quand on exporte les données de notre base, on obtient un fichier Excel où il y a tous les champs. Et donc, pour que l'IA puisse travailler plus facilement, j'enlève certains champs pour alléger le fichier, qu'elle puisse mieux le digérer et l'analyser. Donc, j'avais appelé ce fichier défense-IA. Et donc, elle a considéré que, ma foi, c'était autant l'IA que la défense qui était en question. Donc, je lui ai demandé une analyse, une segmentation de l'ensemble des projets de défense. Et elle m'a trouvé 3 clusters, tous orientés autour de l'IA. Donc, ce qu'elle dit sur chacun des clusters est censé. Elle a été chercher des exemples, etc. Mais on a l'impression que toute la défense se résume à des problématiques d'intelligence artificielle, ce qui est complètement excessif. Et donc, je lui ai demandé pourquoi tu fais ça. Et elle m'a dit, mais parce que ton fichier s'appelle défense-IA. Donc, j'ai considéré que voilà, il fallait faire remonter uniquement les sujets IA sur la défense. Donc, attention au problème de compréhension. Et là, je crois qu'il y a un problème d'hallucination très directement, puisque j'avais demandé les 5 piliers de l'attractivité défense par région, et elle a été imaginée qu'il y avait des zones franches défense en Bretagne avec des avantages fiscaux. Voilà, donc ça c'est clairement pas dans nos données, et pour les vérifications que j'ai pu faire, ça n'existe pas. Donc, attention, on trouve des choses intéressantes avec de l'IA, ça permet de faire un premier pré-travail, mais voilà, il peut y avoir des limites. On va intégrer ce type d'analyse dans nos bases, les développements sont en cours, on a pris du retard, mais ce type de réflexion ou d'analyse sera intégré à la base, au moins en partie, pour la partie rapport, j'espère, à la rentrée. Je voulais juste retourner sur la base France avant d'ouvrir la partie questions-réponses, pour montrer dans tous les calculs que j'ai présentés ici, j'ai exclu les projets publics parce que ils sont spécifiques. Mais si je regarde ici le type de société, donc je ne garde que le public, on a quand même pas mal de choses. Vraiment, le public, hein, c'est une société dont l'actionnariat est public, elle va être dans grand groupe ou en PME ou en ETI en fonction de sa taille. Normalement, le type de société publique, c'est vraiment les 3 administrations, donc la santé, les collectivités territoriales et l'État. Mais c'est pour dire que même avec cette vision un peu restrictive, il y a quand même beaucoup de choses aussi. Ici, une agence ministérielle pour l'intelligence artificielle. Là, une friche industrielle transformée en campus de formation au métier de la sécurité par une communauté d'agglomération, des recrutements par la Marine nationale, les sapeurs-pompiers de Paris, la police, la DGSE. Donc, il y a aussi quand même beaucoup de choses dans le secteur de la défense côté public.
Et là, on retrouve ici, je le remets parce que c'est les premiers projets qu'on a enregistrés. Donc, c'est tout le plan de restructuration des armées. Donc, on voit énormément de mouvements, des bases qui ont fermé, quelques bases qui ont augmenté leurs effectifs parce qu'elles ont accueilli les effectifs restants de certaines bases qui fermaient. Mais donc, voilà, là, on a au moins, on a dû rentrer quelque chose comme 150 projets, tous détaillés sur le plan de restructuration des armées. D'ailleurs, dans toutes ces bases militaires qui ont fermé, il y avait pas mal de terrains de grande surface qu'on voit réapparaître de temps en temps dans l'actualité parce qu'ils sont utilisés pour un projet. Voilà, donc beaucoup de choses dans nos données défense, un tag qui permet d'avoir un aperçu immédiat de tout ce secteur qui est transversal, qui touche à pas mal de secteurs au sens de l'INSEE et qui est complexe à appréhender par d'autres moyens. Voilà pour la présentation. On peut maintenant échanger librement sur ces sujets, donc n'hésitez pas à poser des questions. Bonjour David, Alain à l'appareil. Merci beaucoup, encore une fois, c'est passionnant. À tout hasard, est-ce qu'on serait capable d'identifier parmi les investissements qui auraient été faits, par exemple, par la France à l'étranger, ceux qui sont des investissements liés à la signature d'un grand contrat? Investissements qu'on n'aurait peut-être pas fait si on n'avait pas signé ces contrats. Et évidemment, je pose la question pour la France, mais potentiellement pour d'autres pays. Ça va être, alors ça ne sera pas dans un champ spécifique, ça va être dans le descriptif éventuellement des opérations. Si on a l'information, on mettra l'information sur le contrat en question. Je vais regarder si dans les IDE français ici, voilà. Donc ça, c'est les investissements français à l'étranger. Je vais rajouter le marché final défense. Tac. On en a 9, il n'y en a pas énormément, mais MBDA, hop. Usine de Bolton, il n'y a pas de mention. Voilà, s'il y a de l'information, ça va être ici. En fait, ça va être dans la description, il n'y aura pas d'infos spécifiques sur le champ. Ce projet est motivé par l'augmentation des dépenses de défense au sein de l'OTAN en raison des tensions géopolitiques actuelles. Ok, c'est pas lié à un contrat précis. Voilà. Possible que sur l'Ukraine, par exemple, il y ait des choses. On peut mettre le mot-clé contrat aussi. Des contrats ont également été signés pour 2600 mines par plusieurs milliers de missiles, guidés par des pierres de taille. Ça sent la traduction automatique, ça. Hop. Voilà, donc il n'y a pas de. Après, on doit pouvoir aussi, dans l'ensemble des tags défense, chercher le mot-clé contrat. Mais bon, c'est pas structuré dans un champ, en tout cas. Ça marche, merci. Alors, j'ai pas fait en IA l'analyse de compétences, de quelles sont les compétences, mais les formations qui sont nécessaires. Mais c'est quelque chose qu'on avait fait sur les biotech et ça marche assez bien en fait. Ça permet justement de faire remonter dans l'analyse des bouts d'informations qui sont dispersés dans les commentaires et de les agréger, d'en sortir des tendances. Donc sur les biotech, il avait sorti une segmentation assez solide sur les métiers en tendance nécessaires aux biotech. Donc à la fois des trucs de laborantin, des secteurs plutôt la chimie verte, des choses comme ça. Et donc là, j'ai pas refait l'exercice pour la défense, mais je pense que ça doit marcher pas trop mal. Oui, David, merci. Une question, alors que tu l'as abordée en partie, peut-être même d'ailleurs en mettant de côté la dimension publique, mais est-ce qu'on peut lire peut-être en deuxième lecture ou en fond de tâche l'influence de la commande publique militaire? Alors, à l'intérieur de la France, ça ne va pas avoir beaucoup de sens, mais sur les comparaisons pays que tu fais,
Est-ce qu'on peut voir quelque part, ou c'est vraiment trop tordu comme approche, un lien entre la dépense publique, la commande publique et les investissements qui sont plutôt d'ordre privé? Ouais, alors sur ce qui est purement privé dans le secteur, après, c'est plutôt le secteur de la sécurité. Je pense que le militaire, c'est quasiment toujours de la commande publique. Par contre, il y a des contrats export, donc ça peut être de la commande publique domestique ou extérieure. Aujourd'hui, c'est un peu comme pour les contrats, pour la question d'Alain Humbert sur les contrats. Je pense qu'on va pouvoir éventuellement, projet par projet, avoir un commentaire disant que ce projet est pour répondre à des commandes de Rafale par l'Inde ou des choses comme ça. Mais ça va pas être systématique. Mais c'est un travail qu'on peut éventuellement faire. À mon avis, ça va surtout permettre d'identifier quelques gros projets. Au niveau des sous-traitants, par exemple, je pense que c'est rare que l'information du fait que l'augmentation des contrats d'un sous-traitant vient du fait que l'équipementier de rang 1 ou le constructeur a eu un contrat avec les États-Unis ou l'Inde. Oui, c'est pourtant effectivement quelque part le sens de ma question, même si je comprends que c'est une approche un peu long shot. C'est l'influence sur les supply chains industrielles d'une commande qui serait passée, prise par un Dassault, un Safran ou un équivalent, et qui vient créer un appel pour des sous-traitants industriels, soit nationaux, soit internationaux. Alors, dans notre base mondiale, on a ça, on a la notion de qui est le client dans la commande. Alors, on l'a pas assez souvent, c'est pas tout le temps le cas. Et sur la France, on y viendra, je pense. Mais aujourd'hui, c'est encore une fois, ça va être de l'information qui est perdue dans les commentaires, un petit peu dispersée dans les commentaires. Par contre, typiquement, c'est un exercice pour lequel l'IA peut être utile. C'est-à-dire rechercher dans l'ensemble des descriptifs toutes les mentions d'un client. Ça, c'est un exercice qui est relativement facile. Après, je sais pas dans quel pourcentage de réussite on va avoir, dans combien de cas on va pouvoir identifier des donneurs d'ordre et pour in fine reconstituer les chaînes de valeur. Mais c'est un travail qui peut être fait. La défense étant un sujet sensible, est-ce qu'on est certain que les entreprises communiquent réellement sur ce sujet? Les chiffres que nous avez présentés sont-ils exhaustifs ou est-ce seulement la partie émergée de l'iceberg? Alors, d'une certaine façon, nos chiffres sont aussi en partie surestimés quand on inclut des projets duals. Des technologies à la fois civiles et militaires, donc il y a une partie de surestimation. Il y a aussi une partie de sous-estimation parce que les projets sont pas transparents. Je pense qu'ils sont moins transparents que d'autres en Chine. Donc on l'a vu, il y a 0 projet de défense en Chine, ce qui est à mon avis totalement inconcevable. Il doit y en avoir. Versus en France, le ministère des Armées édite chaque année un guide de ses fournisseurs qui est public. Donc il y a effectivement des degrés de communication qui sont extrêmement différents selon les pays. Je pense qu'en France, il y a aussi probablement quelques projets qui sont pas publics, mais dans l'ensemble, dans les pays développés ou CDE, je pense que là, il y a probablement une transparence un peu plus forte sur les projets défense. C'est aussi quelque chose sur lequel les entreprises communiquent parce que c'est quand même des clients de référence. Fournisseur de la défense, ça veut dire qu'on a quand même passé quelques degrés de certification, de tests et de contrôle qualité. Alors, est-ce que les sous-traitants de la défense sont bien référencés? En France, il y a un annuaire du ministère des fournisseurs du secteur de la défense. Donc qui sont référencés. J'ai oublié de citer, il y a une étude du ministère de la Défense, un numéro de Ecodef qui doit être de 2022, on vous l'enverra, qui a utilisé nos données pour analyser le comportement des entreprises de la base industrielle de défense, donc la BITD, par rapport aux entreprises classiques, pour analyser le comportement de la BITD et la réaction de la BITD par rapport au Covid, par rapport à l'ensemble des entreprises. Donc, ils ont matché la liste des entreprises de la BITD avec nos données et ils ont constaté que globalement, elle avait plutôt mieux résisté pendant la période de Covid.
Parfait. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, on vous envoie les codefs pour ceux qui ont assisté. Et puis pour les autres, ceux qui verront le webinaire en replay, vous pouvez commander. Merci.